Parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en direct et tous ceux qui vont aussi nous écouter en replay sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Je suis accompagnée aujourd'hui de Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Et avec elle, on va aller sur plein de sphères qui sont a priori sans lien, mais qui finalement, vous allez voir qu'on va arriver à faire le lien. On va parler de parentalité, on va parler de massage et d'Ayurveda aussi. Et évidemment, on va aussi parler de la personne qu'elle est et de comment elle en est arrivée à proposer ce qu'elle fait aujourd'hui. Sarah, à la base, elle était éducatrice de jeunes enfants qui ont un handicap, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et petit à petit, la vie l'a amenée à vouloir un petit peu faire autre chose de sa vie. Et l'Ayurveda a frappé à sa porte et c'est ainsi que maintenant elle est thérapeute corporelle où elle propose beaucoup de massages ayurvédiques pour la femme enceinte, le postpartum, les bébés. Ça, on en parlera plutôt en fin d'émission. Et elle a aussi une approche éducative et parentale pour pouvoir soutenir les parents dans les difficultés parentales qu'ils traversent. Alors, moi, j'aime bien parce que quand on a préparé l'émission avec Sarah, elle m'a donné une citation qui vient d'elle, d'ailleurs, et qui est vraiment très impactante, je trouve. Êtes-vous prêts à l'écouter ? L'enfant est compétent et il sait s'éveiller seul. Bon. Tout à fait. Moi, je sais pas ce que ça vous fait comme effet, mais moi, je trouve que c'est quand même assez waouh pour en arriver à ça. Et là, tu vas pouvoir nous parler, Sarah, de comment t'en es arrivée à ça. Tout à fait. Alors, je crois que ça a commencé avec un espèce de ras-le-bol du métier que tu faisais et dans la sphère où tu étais et que tu avais envie de prendre soin, de travailler plus dans le bien-être et de prendre soin. Différemment. Voilà, tout à fait. En fait, donc du coup, j'ai travaillé en tant qu'éducatrice de jeunes enfants pendant une dizaine d'années en institution. Et à la naissance de ma fille, du coup, en 2020, pendant le Covid, ça a été un réel tsunami émotionnel, physique et psychique. Ouais. Et en fait, je me suis plus retrouvée dans ce que je faisais. Je trouvais plus de sens à mon métier. Et puis ce nouveau rôle aussi de maman, en fait, est venu vraiment m'impacter. Je me suis sentie un petit peu comme le syndrome de la petite fille. Hein, on en a parlé. Voilà. Donc, pour ceux simplement qui connaissent pas le syndrome de la petite fille, c'est vraiment le fait que d'un coup, d'un seul, on se retrouve dans des situations où on va se sentir infantilisé. Tout à fait. Face à des personnes qui ont le savoir, qui sont les sachants et qui se placent comme supérieures. Parfois, ce sont des personnes avec des blouses blanches, mais parfois pas forcément. Ce sera des personnes de la famille, de l'entourage. Et il y a une co-création, hein, bien entendu. On n'est pas dans un rôle de victime, bourreau, et puis il y a un sauveur qui va arriver. Tout à fait. On est vraiment dans de la co-création, mais c'est simplement que dans la tête de la personne, c'est tellement difficile ce qu'elle est en train de vivre que du coup, il y a ce syndrome qui apparaît. On redevient la petite fille qu'on était face à nos parents qui savent tout mieux que tout, voilà. Mieux que nous pour tout, et on se laisse complètement perdre. Envahir. Et du coup, je me suis sentie vraiment déconnectée finalement de mon intuition et de ce que moi j'avais envie en tout cas d'être et ce que j'avais envie de faire pour mon bébé. Donc je me suis sentie très, en plus avec la période du Covid, je me suis sentie très seule et vraiment délaissée en fait pendant la première année de ma fille. Donc du coup j'ai décidé de quitter mon travail 1 an après la naissance de ma petite fille. Et de me lancer un peu à corps perdu pendant 2 années, presque à temps plein, du coup en thérapie corporelle ayurvédique. Voilà, parce que c'est ce que tu m'avais dit, l'Ayurveda est apparu proche de l'accouchement de ta fille. Voilà, tout à fait. Je suis allée me faire masser en fait, et du coup j'ai découvert tout cet univers-là qui m'a vraiment appelée. Donc du coup je me suis lancée dans cette formation, donc qui a duré 2 ans. Et donc j'ai quitté mon travail, et au-delà de ça, j'ai eu envie ensuite, ça a commencé à germer, on va dire, dans ma tête, de venir proposer du coup une bulle un petit peu différente aux parents, de leur proposer un espace finalement hors médecin, quelque chose vraiment différent du milieu médical, où ils puissent être accueillis,
entendus, dans un espace bienveillant, et pour pouvoir les aider justement à se reconnecter à leur intuition en fait, et à ce qui va être ce que eux jugent bon pour leur enfant. Oui. Donc ça a germé tout doucement. Ça a été mis en place il y a quelques mois du coup au cabinet où je fais mes soins aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je propose ces accompagnements-là pour les parents, en accueillant déjà ce avec quoi ils viennent, en tout cas avec leurs questionnements. Ça peut être en lien avec le développement de l'enfant, ça peut être en lien avec le sommeil, avec l'alimentation, et aussi ça peut être en lien avec des comportements avec lesquels des fois on se sent complètement envahi en tant que parent. Ouais. Donc ce que j'ai expérimenté et ce que j'expérimente toujours du coup avec ma fille aujourd'hui. Donc du coup, je suis là pour leur donner aussi des outils, des pistes, pour qu'on réfléchisse aussi ensemble, et puis aussi de se poser la question quand on met des choses en pratique pour nos enfants, est-ce qu'on les fait vraiment pour nos enfants, ou est-ce qu'aussi on les fait pour soi en tant que parent, des fois pour, on va dire pour se fiche un peu la paix, quoi. On va mettre des choses en place. Notre propre tranquillité. Voilà, exactement. Donc, de venir réfléchir aussi à toutes ces questions-là, à ce qui fait sens pour nous, à ce qu'on a envie de mettre en place pour une parentalité plus harmonieuse, on va dire. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ça, parce que ça rejoint aussi ce que André Stern, qui est un philosophe, on pourrait dire ça, écrivain, philosophe. Moi, je dirais philosophe parce que, pareil, il a des citations qui sont très puissantes, notamment celle qui a donné le titre à son dernier livre, que en parlant de son enfant, tu es parfait tel que tu es, il n'y a rien à changer, et je t'aime comme ça, en fait. Tout à fait. Et bon, c'est tout un chemin pour en arriver là. Ne vous culpabilisez pas de vous dire oh là là, moi je n'y suis pas du tout. Ça prend des années. Oui, puis je pense que les enfants, c'est vraiment des maîtres, entre guillemets. Ils sont très forts pour venir aussi appuyer sur nos petits points faibles, pour nous remettre en question. Et ça a été quelque chose qui a été dur pour moi au début, parce que autant elle me fait vivre des moments absolument merveilleux, ma fille, et autant parfois il y a vraiment des moments compliqués, des moments de doute, etc. Donc du coup, moi je souhaite en tout cas aider les parents à se mettre dans ce chemin-là, de venir se questionner, de venir aussi changer des comportements qu'on a en tant que parents issus de notre éducation, etc., pour devenir le parent qu'on a envie d'être. Donc parfaitement imparfait, mais du coup avec différentes ressources. Exactement. C'est vrai que on vient pas chercher, comme tu dis, la perfection, tout comme on vient pas chercher la modification chez l'enfant. Des fois, la modification va venir chez nous. De nous. Voilà. Et inconsciemment, notre enfant aussi va évoluer. Voilà. Mais c'est sûr que pour beaucoup de parents, il y en a qui le voient, il y en a qui ne le voient pas, et c'est ok. L'enfant est là pour nous faire grandir d'une certaine façon. On va grandir en même temps que lui aussi se grandit, se construit et se développe. Exactement. Aujourd'hui, c'est sûr que l'accompagnement émotionnel, on en parle de plus en plus. Je ne sais pas comment c'est pour vous qui nous écoutez, l'accueil des émotions. Étant donné que moi je baigne dedans de par mon métier, j'ai l'impression que tout le monde est au courant, mais c'est pas forcément le cas. Alors aujourd'hui avec Sarah, on voulait vous proposer quelques astuces, quelques ressources que nous on utilise et qui peuvent vraiment soutenir et apporter beaucoup de bien. La première, je crois que parce que tout ce que tu dis aujourd'hui, jusqu'à maintenant là, ça rejoint un petit peu les bases, on va se dire, de la communication non violente, qui est là pour aller voir, se regarder soi et s'accueillir soi plutôt que d'être dans le tu et dans l'autre. Ça n'enlève pas qu'on va co-créer des situations de conflit avec l'autre. Tout à fait. Mais c'est juste intéressant d'avoir cette conscience de pourquoi ça me touche autant, pourquoi je réagis à cette situation-là, qu'est-ce que ça vient chercher en moi. Et pour moi, c'est ça la communication non violente, c'est aller voir vraiment c'est tourner le regard vers soi. Voilà. Quel est notre besoin finalement quand on exprime une émotion. C'est ça.
Voilà. Et donc, il y a un super outil, ça va être le premier. Alors, prenez une feuille et un stylo si vous avez envie de tout noter. Sinon, vous les retrouverez accompagnés quand je vais publier l'annonce du replay qui sera disponible sur YouTube. Il y aura aussi toutes les ressources qui seront citées ici. Et ça se fera, donc, on y est sur mon compte Instagram, la.riviera.doula, ou sur ma page Facebook qui s'appelle aussi pareil, Pauline, doula et accompagnante des femmes, la Riviera Doula. Donc, la première ressource, c'est l'apprenti girafe. Girafe, c'est le symbole de la communication non violente, n'est-ce pas, Sarah ? Exactement. Donc, l'apprenti girafe, elle, ce qui est chouette, c'est que c'est hyper illustré et que du coup, c'est un outil pour les adultes et les enfants. Elle fait des magnifiques posters qui, moi, dans mon quotidien, ils sont affichés à hauteur d'enfant. Et l'enfant, du coup, on peut s'asseoir devant et aller nommer l'émotion qu'il ressent et aller voir aussi le besoin. Voilà. Comme on a dit, une émotion qui explose, c'est parce qu'il y a un besoin qui n'est pas entendu derrière. Exactement. Voilà. Donc c'est plein aussi de l'apprenti girafe, c'est plein de situations cocasses du quotidien où on a une version qu'on pourrait qualifier de normale de réaction parce que c'est la normalité de là où on vient, de comment on nous a éduqués, qui n'était pas selon le principe de la CNV. Et il y a ensuite comme un miroir avec comment on aurait pu réagir à cette situation avec nos oreilles de girafe et cette approche de girafe, donc de communication non violente. Donc je trouve que c'est chouette parce que c'est un très bel outil, ouais. Ouais, ça soutient le changement. Donc ça c'est top. Toi, tu utilises aussi, tu m'avais parlé, je crois, d'oracle et de respiration. Oui, alors du coup, moi j'ai trouvé une petite pépite donc, qui s'appelle J'explore mes émotions. Donc c'est un oracle pour les enfants avec plusieurs animaux. Donc il y a je ne sais plus combien de cartes avec plusieurs animaux. Et pour chaque animal, en fait, il y a un petit texte que le parent peut lire et un petit exercice du coup de relaxation et de respiration que l'enfant peut faire. Donc c'est vraiment un jeu qu'on peut faire à 2 ou à 3 du coup, ou à 4, peu importe. Donc du coup, ça permet, alors pas forcément quand l'enfant est encore petit, moi je vois ma fille, donc elle va avoir 4 ans, quand elle est dans la situation où l'émotion déborde, elle n'arrive pas encore à se saisir de ça, bien sûr. Parce qu'elle est encore bien évidemment trop petite, mais par contre le fait de faire ces exercices-là, en fait ces petits jeux, c'est pas un exercice, j'aime pas trop le mot, ça fait très scolaire, mais plutôt ce petit jeu le soir, c'est des outils qu'elle s'approprie, comment venir aussi accueillir du coup son émotion et parfois se référer à un animal. En fait, quand on arrive à en reparler après la crise entre guillemets, pour pouvoir nommer ce qui se passe à l'intérieur et faire un exercice du coup plutôt de respiration, d'apaisement pour que il y ait une décharge aussi émotionnel et au niveau du système nerveux que ça se régule, que ça s'apaise et ensuite on peut communiquer sur ce qui vient de se passer. Exactement. Voilà, donc c'est vraiment un petit jeu ludique qu'on peut faire tous les jours. Ça permet aux enfants de se poser et ça leur apprend à respirer parce que aussi fou que cela puisse paraître, ce n'est pas si inné que ça d'apprendre à respirer. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que tu as dit sur lequel je voudrais revenir. Il faut vraiment avoir conscience que c'est c'est ma vision, vous avez le droit de pas être d'accord, mais c'est notre job de parents en fait, quand il y a une émotion qui est intense qui arrive, eh bien d'accompagner l'enfant. On le verra, il y a un livre qui est très chouette qui s'appelle « Et le lapin m'a écouté » de Cory Dorfeld. Et finalement qui montre plein une petite je sais même pas si c'est une Camille, voilà. Une ou un Camille qui fait une crise et une crise d'émotion parce que tout s'est écroulé, sa construction s'est écroulée et là il y a une succession d'animaux qui vont passer pour pouvoir lui dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, etc. Jusqu'à ce que le lapin arrive et que le lapin ne fasse rien. Juste accueillir. Il s'assoit à côté d'elle. Voilà. Et là, je vous laisserai découvrir la suite. Mais du coup, ça montre assez bien ce principe de notre rôle en tant que parent. On n'est pas là pour venir dire à l'enfant quoi faire de son émotion. On est juste là pour lui offrir cet espace de « Hey, regarde, ok, je suis là pour accueillir. » Voilà. Ouais. Là, t'as une émotion qui déborde et c'est ok. Je suis là pour t'offrir cet espace-là.
je te laisse en sécurité, évidemment. Tu vas la vivre comme tu penses pouvoir la vivre, parce que je ne suis pas à l'intérieur de toi pour savoir vraiment ce qui fait rage. Et ensuite, j'ai des supports, et puis peut-être qu'il y a un support qui va parler à l'enfant, et d'autres pas. Et c'est aussi ça qu'on peut essayer, voilà, et jusqu'à trouver quelque chose qui puisse percuter dans l'esprit de l'enfant. Et en mon sens, c'est ça où, en tant que parent, on peut vraiment se positionner comme étant à côté et accompagner notre enfant dans la découverte de ses émotions. Par exemple, ça peut être des sensations corporelles aussi. L'apprenti girafe a aussi un jeu de cartes, un oracle, c'est un jeu de cartes, où il y a une multitude de sensations corporelles pour aider l'enfant à nommer ce qu'il ressent dans son corps. Et nous, bien sûr, en tant qu'adultes, on va savoir dire, telle sensation-là, moi, quand je la ressens, ça me fait écho à telle émotion. Donc, on va pouvoir ensuite permettre à l'enfant de nommer, ah ouais, tiens, quand je sens mon cœur qui s'accélère ou quoi que ce soit, est-ce que j'ai de l'excitation, est-ce que j'ai de la peur, voilà, ou alors quand j'ai la gorge qui se noue, ou alors une boule au ventre, voilà. Et c'est là où on commence à planter des petites graines. Tout à fait. C'est ça que je voulais vraiment venir. Ayez cette idée que, en fait, vous allez planter plein de petites graines qui vont mettre du temps à pousser et à devenir, des beaux arbustes. Mais ça prend du temps et c'est notre rôle d'aller la planter et de l'arroser un petit peu et de continuer à suivre notre enfant dans cet accompagnement-là. Tout à fait. Puis pour les rendre du coup de plus en plus autonomes aussi dans cet accueil et cette gestion émotionnelle, pour qu'une fois après arriver à l'adolescence et au début de l'âge adulte et à l'âge adulte, il y ait moins de difficultés, que les émotions qu'on puisse vivre à l'extérieur, du coup, toutes les stimuli, etc., on arrive beaucoup plus facilement à se dire, ah bah oui, effectivement, là, je suis en train de vivre quelque chose et ne pas se laisser submerger ou au contraire ne pas garder pour soi aussi les émotions, être mal, etc. Du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on peut commencer tout petit, même si on se dit, peut-être qu'il comprend pas bien, ou c'est pas grave. Vraiment de planter ces petites graines, ça fera toute la différence plus tard. Et je dois dire que moi, j'ai pas forcément été élevée comme ça non plus. Et du coup, c'est un travail que je fais aussi pour moi dans le quotidien. Parfois, moi je suis pas parfaite non plus et parfois moi les émotions elles débordent aussi quand et moi aussi. Les enfants ils ont le chic aussi pour ça de nous pousser vraiment dans nos retranchements et on va être en capacité d'accueillir aussi leurs émotions et puis il y a des fois on n'y arrive pas aussi. Exactement. Ça c'est une réalité donc il faut pas non plus et on a le droit. Tout à fait, on a le droit, faut pas se blâmer ou se taper sur les doigts quand nous-mêmes des fois ça déborde. On a le droit là à ce moment-là de dire à l'enfant, écoute, là moi je me sens débordée par toutes ces émotions, je n'ai pas de place pour accueillir quoi que ce soit. Donc je fais une pause là, je m'écarte, je m'éloigne, je vais me ressourcer parce que c'est ce dont j'ai besoin. Tout à fait. Mais là cette situation-là, elle est trop pour moi. Voilà, exactement. Et du coup c'est aussi important de pouvoir passer le relais, que ce soit au papa ou à la maman ou aux grands-parents ou voisins, peu importe. Mais du coup c'est vraiment aussi important d'avoir ce soutien au niveau quand même de l'entourage pour pas en tout cas faire de surcharge émotionnelle même chez nous parents. Voilà. Exactement. Alors rappelle-nous plutôt le nom de l'oracle que tu utilises. C'est J'explore mes émotions. Voilà. Vous avez dans la même lignée Gaston la licorne qui aussi propose des exercices. Il y a la roue des émotions et il y a aussi des exercices de respiration et de mouvement qui vont avec chaque émotion. Et si vous vous dites oui mais mon enfant est encore trop petit pour comprendre ou quoi que ce soit, moi je vous donne cet exemple avec ma dernière qui va bientôt avoir 2 ans. Elle adore aussi lire Gaston la licorne. C'est un moment où on lit les deux, celui de 5 ans et celle de 2 ans. On est tous les 3. Et elle est, pour l'instant, elle identifie juste simplement, elle arrive à reconnaître le Gaston qui est en colère, le Gaston qui pleure parce qu'il est triste, et elle commence à associer les couleurs à une émotion. Et comme il y a une espèce quand même de code couleur, bien sûr, qui se partage entre toutes les ressources, bien sûr. C'est déjà une petite graine qui va pouvoir germer ensuite, et elle va pouvoir identifier plus tard, il y a tel
telle émotion qui m'envahit, je me sens comme ça, ou alors elle va indiquer avec la roue le gaston en question. Mais donc voilà, c'est toujours très intéressant. Parce c'est formidable déjà d'être en capacité de faire ça si petit. Oui, c'est vraiment super. Exactement. On a l'impression qu'ils entendent pas, qu'ils comprennent pas, mais en fait, si ils enregistrent tout, et à un moment donné, et ça dépend vraiment de chaque enfant, vous allez voir que ça va faire comme pop dans le cerveau, et va y avoir cette information qui va surgir parce que l'enfant baigne dedans. Voilà. C'est vrai que le poster des girafes, pour l'instant, elle le regarde, mais sans trop, elle a encore un peu de mal de savoir à quoi il sert parce qu'elle est encore trop jeune pour ça. Mais il est là dans son environnement, donc elle le voit. Elle me voit aussi faire l'utiliser avec le plus grand, et elle participe en écoutant. Quand il y a une énorme émotion, donc moi je suis pas contente par rapport à quelque chose, on s'assoit devant, on discute, etc. Et elle nous observe. Et petit à petit, elle apprend en fait, parce que notre mode d'apprentissage, c'est quand même l'observation. Exactement. Voilà. Il y a aussi, donc pour finir dans les dernières ressources avant la pause musicale, il y a aussi Beau Gribouillon qui fait plein de ressources hyper intéressantes avec des roues des émotions, des jeux de cartes aussi avec plein d'émotions. J'aime beaucoup parce que les émotions sont très variées et ça permet de nuancer. Parce qu'à un moment donné dans le développement de l'enfant, il n'y a pas que 4 émotions, colère, joie, peur, tristesse. Voilà, on arrive à plus de subtilité, et donc je trouve que Beau Gribouillon permet d'aller un peu plus loin là-dedans. Et le dernier aussi, alors là on revient plus sur des tout petits, c'est l'imagier des émotions, l'instant de bébé de Isabelle Contenceau. Et alors ce qui est chouette, c'est que c'est associé aux signes associés à la parole. Donc voilà. Mais on va en reparler un peu plus tard. Pour l'instant, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout à l'heure sur l'émission Parents Autrement. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Parents Autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bienvenue à nouveau. Pour ceux qui nous ont déjà écoutés en première partie, je suis accompagnée de Sarah. On est en train d'évoquer un petit peu la parentalité, l'accompagnement des émotions, puisque c'est sa spécialité. Et on va ensuite basculer sur tout ce qui est thérapie corporelle, avec le moment détente et bien-être. Moi, rien qu'à l'écouter parler des fois de massage, je m'imagine être en train d'être massée, ça fait tellement de bien. Avant la coupure musicale, on était en train de proposer des ressources. J'ai fini sur les langages des signes, en fait, pour accompagner les émotions, parce que du coup, c'est vraiment une grande ressource de pouvoir offrir à l'enfant qui est privé de parole la possibilité de signer à la place ce qu'il ressent. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les enfants peuvent signer bien avant de parler, et ça ne va pas retarder le langage ou le développement. Au contraire, ça peut même le soutenir et l'accélérer. Et donc voilà, je trouvais que c'était intéressant aussi de lui proposer cet imagier, parce que je trouve qu'il est particulièrement bien fait quand on voit une petite fille qui est vraiment, là je l'ai là, qui est en regard, qui est en train de hurler, qu'elle est en colère. On voit que ça va vraiment pas. L'enfant peut s'identifier simplement et se dire oui, c'est ça que je ressens. Le bébé colère, ça peut être les premiers mots, et puis voilà le signe qui va avec. Mais généralement, en fait, même si l'enfant lui ne le signe pas, je remarque que l'apaisement vient tout de suite dès que le parent nomme enfin ce que l'enfant ressent. Oui. Dès qu'il y a une énorme colère et que on dit simplement, comme c'est devenu des mots magiques, je vois bien que tu es en colère. Ou que tu es triste, ou que tu es surexcité, ou que tu as peur. C'est des émotions qui retiennent en plus très vite. Généralement, la colère, c'est quelque chose qui retient assez vite comme émotion. C'est tellement envahissant aussi. Exactement. Et là, d'un coup, il y a vraiment quelque chose qui se passe chez l'enfant, parce qu'il se sent compris et entendu. Et je vous promets, essayez simplement. Essayez et dites-nous ensuite si ça a fonctionné ou pas. Ça peut ne pas fonctionner, bien entendu. C'est normal. Mais oui, vraiment, il y a cet apaisement de oui, ça y est, c'est ça. Et du coup, après, de quoi t'as besoin? Voilà, de quoi t'as besoin pour que ça aille mieux. Voilà, pour te sentir mieux. Un câlin, si vous allez ce sera la tétée, ou voilà. Donc, ou être porté. Et donc voilà, et je trouve que c'est vraiment des ressources sympas, on va dire, à mettre en place, et qui nous sortent de notre rôle
que je trouve vraiment pas très agréable, mais de juge en fait, oui, de ce que pourquoi l'enfant se sent soudainement en colère. Généralement, c'est parce que il nous avait demandé une banane, qu'on lui a donné la banane, mais que la banane n'était pas épluchée. Alors du coup, on a épluché la banane, mais qu'en fait maintenant, il voulait éplucher la banane. Voilà, exactement. Ouais, ça c'est le lot quotidien. Et si on met notre focus sur attends, t'es en train de me faire une crise parce que la banane tu ne l'as pas épluchée, nous ça nous dépasse. Et en fait, c'est pas ça qu'il faut aller voir. Ce qu'il faut juste voir, c'est que ce que ça lui fait ressentir à lui, en tout cas. C'est là où on se met un peu en retrait et on lui dit ok, je vois bien que t'es en colère, c'est ça. T'es en difficulté, t'es en colère. Voilà. T'aurais voulu éplucher toi la banane. Bah oui, je comprends. C'est très dur ton quotidien. Je pense que la communication aussi, c'est vraiment pour le coup, c'est quelque chose qui est à la portée de tous et ça fait vraiment la différence aussi. Ouais. De venir parler, de venir mettre en mots à chaque fois qu'on vit quelque chose. Ouais. Pour justement donner déjà du vocabulaire à l'enfant et puis pour nommer, en fait, juste pour nommer ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Ça apaise et ça fait généralement du bien à tout le monde et ça permet on va dire de limiter le conflit, finalement. C'est ça. Le fait de venir juste mettre en mots, en fait. C'est ça. Dans d'autres sources aussi, par exemple, il y a ce super film qui s'appelle Vice Versa. Oui. Je dirais que pour les nuls des émotions, on pourrait dire ça comme vous savez, les livres, les nuls, voilà. Vice Versa, c'est peut-être un bon moyen pour déjà aller capter, ok, comment ça se passe dans notre cerveau. Exactement. Voilà. Pas à montrer avant, je pense 7-8 ans peut-être aux enfants. C'est un dessin animé qu'on peut visionner un peu tard, mais moi par exemple, je sais que j'utilise finalement les personnages. Ouais. J'ai essayé de faire des choses un peu fait maison. Donc je suis allée imprimer finalement les photos des différentes émotions. J'ai écrit à côté le nom de l'émotion. Elles sont posées sur notre frigo. Et finalement, on s'en saisit en fait à chaque fois qu'il y a quelque chose. Donc c'est des émotions très très primaires, très simples. On a la colère, on a la joie, la tristesse, la peur et on a le dégoût. Alors le dégoût, c'est un petit peu plus subtil. C'est pas forcément tout de suite, on comprend pas trop. Enfin, chez l'enfant en tout cas. Mais en tout cas, les 4 vraiment émotions primaires, ça permet de. Je sais que là, ma fille, elle commence un peu à se les approprier, à se dire là, je suis contente, je vais prendre joie, ou là, je suis triste. Et une fois que on a pu échanger, etc., savoir pourquoi, du coup, elle était triste, elle est en capacité d'aller prendre cette petite photo et dire, voilà, ça c'est moi là maintenant. Ouais. Je suis triste. C'est bleu en plus, donc c'est pareil, il y a une association de couleurs. Souvent, on a toujours la joie associée au vert, la colère plutôt au rouge. La joie jaune. Là où elle est verte jaune, il y a les deux, je crois. Ouais, d'accord, ok. Vert, il y a le dégoût. Ouais. Et on a la tristesse qui est bleue. Ouais. Voilà. Donc, du coup, ça permet aussi de mettre la couleur, de mettre le mot. Là, je vois qu'elle commence aussi un petit peu, moi, à apprendre les lettres, donc à faire un peu la distinction. Et du coup, ça permet vraiment de venir nommer, encore une fois. Et en plus, il y a une petite photo. Donc, ça permet de s'approprier encore davantage, du coup, l'émotion qu'on ressent. Exactement. Voilà. Et on peut aussi l'utiliser en fin de journée. Parfois, on se raconte aussi notre journée. Papa, maman et Lilou, on raconte un peu notre journée, ce qui s'est passé. On choisit un moment dans notre journée, ce qu'on a vécu. Est-ce qu'on a vécu quelque chose de super dans notre journée? On était super contents. Est-ce qu'on a appris une nouvelle qui nous a rendu triste? Est-ce qu'on a eu peur, etc. Donc on parle autour de ça aussi au moment du repas. Souvent, c'est un moment où on est tous les 3. Et ça, c'est aussi formidable parce que du coup, ça permet, ça lui permet de communiquer. Nous, ça nous permet de savoir aussi ce qui se passe pour elle la journée, parce que souvent les enfants, ils nous disent qu'ils font rien à l'école. Enfin, moi, la mienne, elle me dit souvent qu'elle ne fait rien. Il faut les aider un peu. Voilà. Donc du coup, finalement, le moyen qu'on a trouvé pour qu'elle ait envie de parler, c'est aussi de parler de nous, de ce qu'on ressent nous en fait. Encore une fois, ça passe par le parent et c'est nous qui montrons l'exemple. Exactement. Donc, de venir nous raconter des petits moments de notre journée et elle, hop, ça enclenche sur moi j'ai fait ça, etc.
Et puis oui, l'enfant comprend aussi quand moi même la dernière quand je lui dis non là maman elle est en colère, elle sait après raconter bah oui maman colère. Oui. Voilà, elle a compris ce qui se passait aussi pour moi, donc c'est vraiment intéressant de il y a des chemins, il y a des connexions, voilà. Les connexions dans le cerveau se font et c'est ça qui est fabuleux d'observer en fait. Plus on l'investit cet outil, mais plus voilà, enfin ces outils parce qu'il y en a tellement et vraiment aller vers ce qui fait du sens pour vous. Et plus on va voir en fait que l'enfant il aime ça et que ça le soutient vraiment, ça l'aide vraiment. Complètement. Tu as le timer aussi. Oui, alors ça c'est un outil merveilleux. Donc pour beaucoup d'enfants, souvent les transitions, ça peut être compliqué. Quand on est en train de faire quelque chose de super et qu'on dit que là c'est fini, ça va être l'heure de, je sais pas, d'aller se brosser les dents, de manger, peu importe. Donc pour ma part, j'ai expérimenté beaucoup de difficultés. Dans mes débuts, même si avec ce diplôme d'éducatrice de jeunes enfants, comme quoi les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Donc du coup, j'ai trouvé le timer qu'on utilise beaucoup au travail finalement et que je me suis approprié moi dans mon quotidien. Et en fait, ça l'aide énormément à avoir finalement un cadre. Ouais. Et même si c'est parfois compliqué d'arrêter une activité qui plaît, ça se fait beaucoup plus en douceur parce qu'elle voit en fait avec le timer, elle voit le temps qui s'écoule. C'est très très bien fait. Il y a une application qui s'appelle Timer Kids qu'on peut télécharger gratuitement sur le téléphone. Et clairement, moi, ça sauve la vie, surtout quand c'est la fin de la journée, que c'est le moment d'aller se brosser les dents, d'aller se coucher, etc. Et que souvent ils sont tout excités et ils n'ont pas trop envie d'aller au lit. Le fait de mettre le timer, ça permet vraiment de leur mettre un cadre et clairement ils en ont vraiment besoin. Bien sûr, parce que du coup, il faut savoir qu'un enfant met beaucoup d'années à acquérir cette notion de temps. Oui. Voilà, rien que sur une journée de 24 heures, combien de fois, si vous avez des enfants plus grands, là on est le matin ou l'après-midi, alors qu'on est le soir et qu'il fait nuit presque. Non, j'exagère. Mais non, ils ont vraiment du mal avec cette notion de temporalité. Et donc, si on peut les soutenir pour qu'ils puissent se repérer un petit peu, ça va aussi les rassurer et ça va permettre en effet d'avoir des transitions plus douces, et puis de savoir qu'on va y revenir, voilà, que tout ça ne va pas disparaître. Voilà, ça c'est très important de dire. On peut rejouer demain, on peut continuer tout à l'heure, on reviendra. Tout à fait. Donc ça vraiment très bel outil. Voilà. Et alors c'est vrai que soit une application là c'est rapide, mais si vous voulez un peu faire sans écran, il y a aussi des vrais timers, les sabliers, voilà. Il y a des sabliers ou des vrais timers en fait, qui sont de plus ou moins grande taille. Voilà, pour les enfants qu'on achète, mais qui sont plus onéreux aussi. Oui, mais bon, vous trouverez forcément quelque chose qui sera dans vos moyens et puis qui parlera à vos enfants et à vous-même. Oui. Et alors, dernier outil, puis ça nous fait une merveilleuse transition vers ces massages. Le massage est un outil. Tout à fait. Pour les tout petits, donc pour les nourrissons et aussi donc pour les jeunes enfants, on peut très bien masser son enfant jusqu'à ce qu'il est d'accord. Jusqu'à ce qu'il n'en ait plus envie. Donc du coup, moi effectivement, je pratique au cabinet ou à domicile les massages pour les nourrissons. Donc je propose 2 types de massages. Donc un massage vraiment typiquement ayurvédique qu'on appelle le massage à la boule. Donc c'est un massage où en fait on vient fabriquer une boule à base de farine, d'huile et d'eau pour faire une petite boule de pâte qu'on trempe dans de l'huile tiède et qu'on vient tapoter en fait sur le corps du tout petit nourrisson. On fait ça généralement pendant la première semaine de vie. Pour délimiter aussi le schéma corporel, retrouver le sens du toucher, c'est quelque chose de très agréable. En plus, la sensation de la pâte avec l'huile tiède. Et donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a terminé, de venir donner un bain à son petit avant par exemple de le préparer pour sa sieste, par exemple. Waouh, ça fait tellement envie d'être bébé. Donc ça c'est le premier, et ensuite donc il y a vraiment le massage pareil à l'huile tiède que là on fait donc sur tout le corps du bébé. Donc ça on peut le faire jusqu'à très tard. Donc faut savoir que pour les tout petits, ce qui est vraiment génial, c'est que ça aide aussi pour les problèmes de sommeil.
Ça vient aider pour les coliques, par exemple, pour les petits qui ont vraiment des problèmes intestinaux. Ça améliore les tétés aussi. Pour certains, ça vient procurer beaucoup de détente, bien sûr. Et ça vient nourrir la peau aussi du bébé vraiment très naturellement et intensément. Donc c'est vraiment un très bel outil. Et puis ça crée bien évidemment un lien merveilleux entre la maman ou le papa et le bébé. Exactement. Donc c'est vraiment vraiment formidable. Donc après on respecte le rythme du bébé. Il y en a qui adorent et il y en a d'autres qui aiment un petit peu moins. Donc après on respecte aussi on respecte aussi le bébé, comment il se sent, etc. Exactement. On est encore une fois dans cette posture d'accueil pour certains bébés. Ça vient rejouer des moments, ça fait écho à des moments de leur vie, aussi courtes soient-elles. Il y a déjà des souvenirs qui se sont créés, des empreintes, et donc ça vient juste réveiller ça. Je suis toujours très curieuse de savoir si est-ce qu'on est vraiment dans ce registre de j'aime ou j'aime pas. Voilà, parce qu'un nouveau-né, je ne sais pas s'il a cette capacité de dire j'aime ou j'aime pas. Je pense que c'est vraiment dans le ressenti. Après, il y a des bébés qui peuvent être gênés, puis suivant comment s'est passé l'accouchement aussi, il peut y avoir des tensions au niveau du corps. Exactement. Donc il y a des parties du corps qui vont peut-être être plus sensibles pour le bébé que d'autres, notamment je pense au crâne. Il y a des bébés, la plupart des bébés aiment pas spécialement qu'on vienne masser le visage ou le crâne. Donc voilà, après tout ça c'est à respecter. Et c'est toujours et voilà, c'est ok. Et c'est vrai qu'au sujet du crâne, ça fait vraiment écho à comment s'est passé l'accouchement. Tout à fait. Je fais une petite parenthèse pour vous parler d'une conférence qui a lieu ce soir, à laquelle je vais participer, sur justement la communication quantique avec les bébés, ou la communication tout court avec les bébés, puisque du coup ça fait partie d'une des spécialités à laquelle moi je suis formée, mais aussi beaucoup de monde. C'est le dialogue avec le bébé, la parole au bébé. Vous l'entendez sur peu importe le terme utilisé. On vient juste là mettre en lumière finalement qu'est-ce que le bébé a à dire. Et c'est un outil simplement qu'on a acquis en tant que professionnel formé à ça, à gérer l'information en fait, et à capter l'information du bébé avec beaucoup de pincettes, évidemment, puisqu'on n'a pas sa validation. C'est plutôt ce qu'on va sortir dans le texte qu'on va écrire qui va faire écho peut-être aux parents qui vont dire ah oui, je valide complètement, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Mais voilà, ça peut être une ressource intéressante. En tout cas, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ça, je vous invite à aller voir pareil sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram la.riviera.doula et ma page Facebook qui s'appelle pareil. Vous aurez dans les stories le lien pour vous inscrire à cette conférence gratuite et d'aller voir en fait qu'est-ce que c'est que la communication avec le bébé selon la communication quantique d'Agathe Bourasset, et d'aller voir qu'est-ce que ça peut permettre, dans quelle situation ça s'applique, et ouvrir un petit peu plus la conscience et poser aussi toutes vos questions sur ça, si ça vous intrigue. Voilà. Du coup, dans les massages, il n'y a pas que les massages des bébés aussi, évidemment. Il y a aussi le massage de la femme enceinte et le massage en postpartum, parce que alors je ne sais plus si c'était dans la dernière ou l'avant-dernière émission, j'ai en tête soit Mathilde, soit Alessandra, mais les deux ont dû le dire. C'est qu'avant de pouvoir, c'est vraiment cette image de l'avion, quand les masques tombent, on met d'abord son masque à soi avant de le mettre à celui de son bébé. Donc si on veut pouvoir être disponible pour notre enfant, pouvoir l'accueillir, pouvoir faire ce chemin-là et d'accompagnement de l'émotion, puis le faire chez nous aussi, ça veut aussi dire qu'on prend soin de nous. Soin de soi, oui. Voilà. Et donc, on va aller explorer davantage ça dans la troisième partie de l'émission. On va juste faire une petite pause musicale. Vous êtes sur Radio Grand Lac avec votre émission Parents Autrement. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Parents Autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette dernière partie d'émission consacrée à une approche éducative et parentale que propose Sarah, ainsi que tout ce qui est thérapie corporelle avec le massage ayurvédique. On vient de parler du massage bébé qu'on peut faire à la naissance et qui vient soutenir aussi qui est une ressource pour accompagner ce que traversent les bébés, les émotions. On a fait écho justement à la communication avec bébé. Si ça vous intéresse, ce soir, il y a une conférence gratuite à laquelle je participe avec toute l'équipe de communication quantique.
authentique. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur la page Instagram de mon compte, la.riviera.doula. Et pareil sur ma page Facebook qui s'appelle pareil. On allait parler justement maintenant qu'on a bien parlé des enfants, de tout ce qu'on peut faire à leur côté, mais maintenant de soi, parce que voilà, avant de prendre soin d'eux, il faut aussi prendre soin de soi. Et donc un massage, c'est totalement approprié, je crois. Tout à fait. Alors faut savoir que moi du coup les massages que je propose pour les femmes enceintes, donc qui sont issus de la tradition ayurvédique. Donc en Inde, c'est vraiment une institution de se faire masser. Donc les femmes se font masser bien avant la conception, et ce pendant toute la grossesse et après. Donc nous, en France, on autorise le massage pour les femmes enceintes à partir de la fin du premier trimestre. Donc c'est un massage qui va être complètement enveloppant, c'est un massage très doux, on va venir apaiser les tensions et on va ralentir le rythme. Donc en Ayurveda, on parle beaucoup du dosha Vata, donc c'est-à-dire tout ce qui va être responsable du système hormonal, le système nerveux, etc. Donc il est vraiment mis à rude épreuve ce système hormonal pendant la grossesse. Donc l'idée, c'est de venir vraiment apaiser au maximum, qu'il n'y ait pas ou très peu en tout cas de stress, venir nourrir les tissus du corps en profondeur, parce qu'ils ont vraiment besoin d'être nourris, ces tissus, ils sont quand même en train de créer un petit être. Donc c'est vraiment une petite bulle de ressources qui dure 1h15, voilà. Donc dans lequel je prends vraiment soin de vous et je vous bichonne donc pendant toute cette durée. Et donc l'idée, c'est d'essayer en tout cas de venir le plus régulièrement possible sur le temps de la grossesse et également sur le temps du postpartum. Donc en théorie, ça peut durer quelques mois après l'accouchement. En pratique, le postpartum dure beaucoup plus longtemps. On est d'accord. Mais en chez tout parents cas, autrement, le postpartum au moins 2 ans. 3 ans. Nous, avec Alessandra, on l'a dit, voilà. C'est au moins jusqu'à ce qu'il aille à l'école. Voilà, ouais. 3 ans et demi. Tout à fait. Puis je pense le temps que chacun reprenne ses marques aussi. Exactement. Et trouve sa place. Donc le massage femme enceinte, voilà, ça va vraiment être un massage qui va être enveloppant, nourrissant, etc. Et ensuite le massage postpartum. Donc là, je peux me rendre aussi à domicile pour pendant le premier mois post-accouchement. Souvent les mamans, elles ont envie de rester cocooning aussi à la maison, donc je peux me déplacer pendant ce premier mois. Et donc là, pareil, on vient vraiment faire un massage, mais plutôt de rassemblement en fait, parce que du coup le fait de venir accoucher, ça crée un vide finalement intérieur. Bien sûr. Ça crée beaucoup d'air finalement à l'intérieur. Donc l'idée, c'est vraiment avec ce massage vraiment spécifique pour le postpartum de venir aider le corps à retrouver en fait sa place d'origine. Voilà, finalement. Pareil, tout en douceur, encore une fois, et de pouvoir pareil, venir apaiser le système nerveux, de venir prendre un temps pour soi, sachant que dans beaucoup de traditions, on a les 40 jours post-accouchement où on n'est pas censé faire grand-chose à part s'occuper de son bébé. Dans nos sociétés à nous, c'est encore autre chose. On est vite pris dans le flux de la vie. Donc en tout cas, essayez de vous octroyer ces petites parenthèses-là où je viens aussi vous donner des conseils sur tout ce qui va être hygiène de vie et puis alimentation vraiment propice aussi à cette période-là. Exactement. Un peu spécifique chez nous les femmes. Donc voilà, ça va être un accompagnement plutôt vraiment spécifique sur cette période-là. Exactement. Et peut-être pour préciser simplement par rapport à toi aussi, ton histoire personnelle des premiers mois avec ta fille où ça a été assez compliqué avec l'allaitement et la prise de poids. Je pense que tu as vécu des choses qui vont faire que tu vas créer plutôt une atmosphère qui va être loin des injonctions et loin de la peur, voire même de pouvoir soutenir un petit peu un passage un peu difficile si la personne a pu vivre ça comme toi tu l'as vécu. Oui, tout à fait. En plus, l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner aux femmes un espace autre que la sphère médicale. Ça, j'insiste vraiment là-dessus parce que du coup, quand elles viennent au cabinet, c'est vraiment pour elles. C'est un espace qui va durer
au moins 2 heures à chaque fois. On prend le temps de discuter. Moi, j'ai eu beaucoup de jugement par rapport à l'allaitement. On m'a quelque part un peu forcé à allaiter alors que c'était compliqué pour moi et mon bébé ne prenait pas de poids. Ouais. Donc, on m'a fait ressentir aussi, j'ai ressenti finalement de la culpabilité de pas pouvoir nourrir mon enfant comme j'aurais souhaité. Donc, vraiment, dans l'espace là que j'ai envie de proposer, que je propose, c'est vraiment loin de tout jugement, être vraiment dans la bienveillance et vous remettre vraiment au centre de vous, ce que vous avez envie de faire et de ce que vous sentez bon pour vous et votre bébé. Exactement. Loin des avis finalement, que ce soit de la famille, autant que de l'avis des médecins. Oui. On sait à l'intérieur de nous, quand on est mère finalement, ce qui est bon pour notre bébé et ce qui va être bon pour nous. Même si ça ne rejoint pas forcément, on va dire, le corps médical, ce qu'ils peuvent regarder, oui, voilà. Bien sûr, parce que eux, ils ont une surveillance à faire des points de vérification qui leur permettent de dire si l'enfant se développe bien, grandit bien, etc. Voilà. Après, chaque histoire est tellement unique et particulière qu'on pourrait pas faire de généralité. Tout à fait. Cependant, il y a quelque chose de commun, c'est-à-dire que des parents qui ont vécu des grandes difficultés comme toi, tu as pu le vivre les premiers mois, vont encore ressentir comme une espèce de pensée ou une croyance qui revient. Si par exemple c'était la prise du poids du bébé, ou est-ce que mon lait est assez nourrissant, est-ce que mon enfant grandit bien, non, il a du mal à prendre du poids, etc. Et bien derrière, il se peut qu'il y a cette survigilance permanente qui s'installe et qui après n'est plus du tout appropriée, mais qui reste en fait. Ouais. Et donc c'est aussi ça qui est intéressant d'aller voir, c'est cette prise de conscience de en fait il y a ça qui est resté, et est-ce que c'est toujours utile et juste maintenant, et peut-être pas. Et c'est aussi ça où, là c'est mon côté communication quantique qui parle, bien sûr, parce que c'est ça qu'on va aller voir en com quantique. Hein. C'est tous ces moments de vie, des traumas, on en parlait, on peut les nommer comme étant des traumas. Oh oui. Je pense que voilà, on se disait simplement en antenne que la définition d'un trauma nous faisait plutôt dire que mais non, ce n'est pas un trauma, alors qu'en fin de compte si, puisque derrière il reste des comportements qui deviennent une normalité et qui en fait n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus leur place. Exactement. Et qui deviennent presque toxiques et polluants dans notre vie et nous empêchent d'accéder un petit peu plus à de la sérénité, du lâcher prise, et que voilà. Exactement, ça nous crée des croyances en fait, on crée nos propres croyances finalement, mais qui sont erronées. Oui. Mais on commence à y croire dur comme fer puisqu'on n'arrête pas de nous le répéter quoi. Oui, exactement. Donc de faire vraiment un pas de côté et de revenir finalement à l'essentiel, ce qu'on disait, vraiment de revenir finalement à soi et à suivre notre intuition. On sait à l'intérieur de nous ce qui va être bon pour nous et notre bébé. Exactement. En tout cas, au sujet de l'allaitement, j'aurai le plaisir dans les mois à venir d'avoir le groupe Allaitement Savoie qui viendra parler et qui pourra décrire un petit peu plus leurs actions en Savoie et toutes les propositions. Mais sinon, vous pouvez déjà aller sur leur site internet où vous aurez une très belle vue de ce que le groupe Allaitement Savoie peut proposer. J'aimerais qu'on aille détailler un peu, parce qu'on en a parlé pendant quasiment 1 heure de ce mot assez étrange qui est l'Ayurveda. Je ne sais pas si vous avez saisi ce qu'était l'Ayurveda, et donc j'aimerais bien, Sarah, que tu puisses un peu fournir un éclairage assez concis, parce qu'on approche sur la fin d'émission, mais que quand même vous ne partiez pas sans savoir ce que c'est que l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda, c'est un petit peu difficile finalement à définir, à expliquer de façon concise, mais je vais essayer. Donc déjà, Ayurveda, c'est un mot sanskrit qui veut dire finalement science de la vie. Donc c'est une médecine, c'est le système de santé traditionnel de l'Inde. Donc c'est une médecine millénaire qui date de plus de 5000 ans, qui finalement est curative et préventive. Elle nous aide à mieux se connaître, puisqu'on a chacun finalement un profil ayurvédique. Quand on vient au monde, on a chacun notre type. Et une fois qu'on en a connaissance, donc ça on en a connaissance lorsqu'on va voir un praticien en Ayurveda ou un thérapeute en Ayurveda, ça nous permet finalement de vivre davantage
en adéquation finalement avec notre environnement, avec les saisons, avec nos dysfonctionnements aussi intérieurs, puisque la vie est mouvement perpétuel, donc il y a tout le temps des dysfonctionnements, et l'Ayurveda vient nous aider à remettre de l'équilibre en fait en permanence dans notre corps, par l'alimentation surtout, et aussi par l'hygiène de vie qu'on va avoir au quotidien, propre à notre profil ayurvédique. Et les massages, du coup, font partie intégrante finalement de cette médecine, puisque c'est un outil à part entière qui vient aider à harmoniser et le corps et l'esprit, puisque les deux sont vraiment indissociables. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, du coup, le massage vient vraiment aider à connecter davantage finalement notre corps et notre esprit pour mettre vraiment du sens et être en harmonie entre les actions qu'on souhaite poser et les pensées que l'on a. Exactement. Voilà, donc c'est une très belle médecine, et puis qui nous donne aussi des infos sur finalement un peu d'où l'on vient, etc. On peut avoir des réponses à certaines questions existentielles. Voilà. Mais c'est vrai que pour donner un exemple hyper concret, on prend le cas d'une personne de la grossesse, une personne qui est enceinte et qui a donné naissance à son bébé. On va avoir, pendant la grossesse, on a un excès d'eau, puisque du coup, dans l'Ayurveda, il y a différents éléments. Il y a, alors je vais essayer de pas me tromper, l'eau, le feu, la terre, l'air et l'éther. Il y a l'espace, on va dire. C'est l'espace. Ça. Donc, pendant la grossesse, on a un excès d'eau, étant donné qu'on est gonflé et porteuse d'une grande quantité de liquide amniotique. Et donc, le feu est plutôt bas, par exemple. Oui. Et à la naissance, ça va s'inverser, parce que du coup, d'un coup, on va plutôt, on n'est plus contenu, on a un vide. Hein, tu l'as mentionné un peu tout à l'heure. Oui. Et donc là, on se retrouve un excès d'air, à avoir un excès d'air, exactement. Et donc, du coup, et puis on a aussi un excès d'éther, parce que là, notre espace a grandi. Notre bébé qui était à l'intérieur de nous, maintenant est à l'extérieur, mais pour autant, on est relié à lui. Donc, voilà. Et ce sont ces excès qui vont pouvoir être calmés et atténués grâce à une alimentation, grâce à des pratiques, des massages qui viennent réharmoniser tout ça. Réharmoniser, exactement, puis refaire en sorte que nos 3 doshas, finalement, reviennent à l'équilibre. C'est ça. Mais je trouve que le passage de la grossesse au postpartum est assez intéressant à comprendre pour saisir un peu plus les principes de l'Ayurveda avec cette médecine qui utilise ces éléments de... Exactement, on joue avec les éléments de la nature, finalement, que l'on retrouve à l'intérieur du corps humain, en fait. Ouais, exactement. Donc du coup, c'est vrai qu'en tant que parent, on a aussi vraiment cet intérêt à comprendre ces différents états, ce qui nous arrive, et puis de quoi notre corps pourrait avoir besoin pour guérir et même plus tard pour être toujours optimal, fonctionnel. En bonne santé finalement, avec l'avancée en âge aussi. Ouais, c'est ça, exactement. On parlait des émotions, si je peux faire une aparté. Moi, je sais que depuis la grossesse de ma deuxième, j'ai un excès de colère. La colère ne faisait pas partie de mes thèmes et elle s'est invitée, et c'est certainement et assurément lié aussi à un dérèglement nutritionnel et des carences, etc., etc. C'est un petit peu une cascade. Mais donc, c'est aussi intéressant d'aller voir, tiens, il y a une émotion qui nous arrive, qui n'était pas là avant, et qui maintenant a fait sa place. C'était pas forcément souhaité, c'était pas notre thème, et pourtant, elle est là. Il y a peut-être quelque chose à aller creuser, d'aller voir comment c'est. Qui se dysfonctionne, Exactement, ça peut être un signe de déséquilibre et de dysfonctionnement. Exactement. Tout à fait. Et donc l'Ayurveda soutient vraiment à vivre en harmonie avec son propre fonctionnement et son environnement, et à rétablir ça à travers différentes habitudes de vie. Encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle. Voilà. Merci Sarah pour cette belle émission. J'ai vraiment eu beaucoup de joie de faire ça avec toi. Merci Pauline. Là, j'aimerais juste pour la terminer que tu nous dises exactement et précisément comment on te trouve. Alors du coup, je fais mes consultations à mon cabinet qui se situe à la Ravoire, donc à côté de Chambéry. C'est possible de prendre rendez-vous, en tout cas d'aller visiter mon univers sur mon site internet, donc www.sarahayurveda.com. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sur ma page Soins Corps et Âme, et également sur Facebook à Sarah Assier, thérapeute corporelle.
Voilà, vous savez tout. Cet espace de soins aussi, je ne sais pas si tu cherches toujours donc je lance un appel pour tout, en tout cas thérapeute ou praticien en médecine alternative qui souhaite bénéficier d'un lieu, d'un cabinet pour quelques demi-journées par semaine. Voilà, je le mets à la location pour les jours où je ne suis pas au cabinet. Donc voilà, si toutefois vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Super. Merci. Eh bien, merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pourrez retrouver cette émission en replay sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. C'était Pauline de l'émission Parents Autrement. Je vous souhaite une excellente journée.